Commerce d'industrie du Burkina Faso. Actuellement, nous sommes dans la phase de dépôt des candidatures. Plus de 4000 électeurs seront appelés à faire le choix de ceux qui vont défendre les intérêts du secteur privé. Tout sur ces consultations électorales avec notre invité, M. Charles-Eugène Nabolé, qui préside la commission d'organisation des élections consulaires. Bonsoir. Un autre carnet d'un voyage en Jamaïque. Après nous avoir présenté le modèle jamaïcain dans l'approche des questions de santé de la reproduction, Marguerite Douagneau nous fait découvrir quelques centres d'intérêt touristique, le tourisme dans lequel le pays de Bob Marley a énormément investi, faisant de certaines stations balnéaires de véritables paradis sur terre. Et puis un avion sud-coréen fait crash à San Francisco. 2 personnes sont mortes dans l'accident. On compte plus de 180 blessés, dont 49 seraient dans un état grave. Bienvenue à cette session d'information du grand journal de la télévision. Nous ouvrons par la page politique. Dans les quartiers de Ouagadougou, les politiques continuent d'analyser les résultats des dernières élections législatives et municipales couplées. Au secteur 24 de l'arrondissement numéro 5, le comité de base du CDP dit merci aux populations pour leur mobilisation. Les leaders ont entretenu également l'auditoire sur les contenus du Sénat, les contours du Sénat et la vision du parti. Le reportage est signé de Maxime Zongo. 3 conseillers sur 6, une mobilisation et un engagement jugé décisif, toute chose qui a permis au parti de conserver la mairie de l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou. C'est ce bilan que les premiers responsables CTP du secteur 24 ont tenu à saluer. Au-delà de ce merci, les militants et les militantes ont été invités par tous les intervenants à rester soudés pour les échéances à venir. Alors, nous nous sommes dit, vu que les militants se sont battus, ils sont sortis sous le soleil, sous le froid, la nuit, les femmes ont abandonné leur foyer pour nous suivre, pour se battre pour le parti, pour que le parti aille de l'avant, pour que le parti gagne ses élections. Donc, nous nous sommes dit, le bureau de base, qu'il fallait appeler nos militants pour leur dire merci. Actualité oblige, les organisateurs du meeting de ce dimanche ont tenu à faire de cette retrouvaille une pierre deux coups. C'est ainsi qu'ils ont convié 2 membres du bureau politique pour entretenir les militants et les militantes sur les contours du Sénat et la vision du parti. Il était temps que nous donnions des informations à nos militants. C'est vrai qu'ils avaient des informations, mais ils n'avaient pas les informations claires. Vous avez tous suivi avec nous. Ils étaient contents parce qu'au moins, ils ont compris la valeur de ce Sénat. Ce n'est pas un Sénat budgétivore, comme le dit l'opposition, mais c'est un Sénat qui va nous aider à avancer. La paix, rien que la paix pour le Burkina, c'était les bénédictions des anciens et des représentants des différentes confessions religieuses. Dialogue, tolérance, acceptation de la différence, tels étaient les contours des messages de ces leaders d'opinion à l'occasion. Maître Benwende Stanislas Sankara dit également merci à ses militants et sympathisants de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. L'UNIPS a remporté dans cette circonscription 3 postes de conseillers. Les partisans sont invités à rester mobilisés pour renforcer les capacités du parti de l'œuf. Le reportage de Moussaki et de Karim Namono. Maître Benwende Sankara reprend du service, non pas pour une campagne électorale, mais cette fois-ci, c'est pour dire merci aux militants de son parti dans l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. Un arrondissement dans lequel le parti de l'œuf compte 3 conseillers municipaux. L'UNIR-PS n'a pas été porté à la tête de l'arrondissement, mais les responsables du parti de l'œuf demeurent reconnaissants à leurs militants. Le parti a pris la décision d'aller dans tous les secteurs, dans toutes les provinces, pour continuer sa dynamique qui s'est amorcée avant la campagne électorale et qui se poursuit. Et le message, il est simple. Nous disons simplement aux militants de l'UNIR-PS de rester mobilisés, déterminés pour un changement alternatif. Après la gratitude, l'heure est désormais à la mobilisation selon les responsables de l'UNIR-PS. Maître Benwende Sankara a exhorté les militants de son parti à soutenir les 3 conseillers pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts dans l'arrondissement. Un match de football opposant les équipes de l'arrondissement 3 et 9 a clos le meeting de remerciement de l'UNIR-PS à ses militants.
Le maire de Pibaoré s'installe. Il annonce des initiatives importantes pour relever le défi de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Le maire et le conseil municipal demandent pour cela le soutien de la population. Reportage signé Nyarkiteda. De mobilisation à Pibaoré le samedi 22 juin dernier. Nous sommes à 45 km de Kaya dans la province du San Matenga. Le maire prend officiellement fonction devant les filles et fils de la localité. C'est une mobilisation qui témoigne de l'engagement des populations à soutenir le conseil municipal pour le développement de la commune. Les femmes se sont engagées séance tenante à le faire, les anciens aussi, ainsi que les chefs coutumiers. Les ressortissants, eux, sont prêts à apporter des projets porteurs pour l'émergence de Pibaoré. En tant que natifs, nous sommes là permanemment pour accompagner le développement de notre village. Il est tout à fait normal, à chaque fois que nous pouvons accompagner les acteurs du développement communal, nous serons prêts dès que nous avons la possibilité de les accompagner. Et nous pensons, grâce à Dieu, les accompagner avec aussi les autres camarades que nous avons, tels que les partenaires techniques financiers à l'extérieur comme à l'intérieur de ce pays. Un soutien qui, sans doute, va permettre au conseil municipal de mettre en marche le PCD, le plan communal de développement, qui fait la part belle aux services sociaux de base. Notre programme s'étend surtout, mais prioritairement, sur l'éducation. L'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Le conseil municipal de Pibaoré est fort de 52 conseillers issus de 3 partis politiques, le RDS, l'ADF-RDA et le CDP, le parti du maire. Selon les intervenants à la cérémonie, l'heure n'est plus au discours politique, mais à l'action pour le bonheur des 30 000 habitants répartis dans 26 villages. La transformation des produits agricoles, des produits locaux a fait l'objet d'un panel à Banfoura. Il a ouvert des échanges entre opérateurs économiques, des responsables du ministère de la Communication, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Commerce. On s'est interrogé sur le rôle de l'État, du secteur privé et des producteurs dans la promotion et la transformation des produits locaux. Le gouvernement a saisi l'opportunité de cette tribune pour présenter les actions entreprises pour créer un environnement favorable à l'essor de leurs unités industrielles. De Bobo Dioulasso, le reportage de Wigia Rokia Sano. L'image de cette unité industrielle, de nombreuses entreprises évoluent dans la transformation des produits locaux dans la région des Cascades. C'est en cela que la tenue de cette rencontre ici à Banfoura, axée sur le rôle et les responsabilités des différents acteurs dans la promotion et la transformation des produits locaux, prend tout son sens. Pour nous, c'est une chance, une occasion très importante et il faut qu'on l'exploite, non seulement pour échanger avec les autorités et surtout pour mieux comprendre. Pour ce faire, les participants ont eu droit à 5 communications permettant tout d'abord de dégager les avantages de la transformation des produits locaux. Lorsqu'on prend une matière première et qu'on la transforme, ça fait une valeur ajoutée. Ça fait une richesse en plus et qui nous permet de vendre encore plus cher à l'extérieur. Et pour que les produits burkinabés aient droit de citer sur le marché international, les communicateurs ont mis un accent particulier sur la qualité. Et qui dit qualité dit respect des normes, d'où la mise en place prochaine de l'agence burkinabé de la normalisation, de la métrologie et de la qualité. Le rôle de cette structure sera de voir comment élaborer des normes. Parce qu'aujourd'hui, un produit, il faut savoir quelles sont les caractéristiques de ce produit. Donc c'est défini dans la norme, comment le process qu'il faut pour élaborer ce produit et l'organisation qu'il faut mettre en place pour pouvoir mettre en œuvre et puis produire correctement ce produit. Tout ça, c'est défini dans une norme. Cela s'accompagne d'une politique de valorisation des produits locaux et la création de structures d'accompagnement des promoteurs en vue de leur permettre de mieux soutenir l'action gouvernementale. Le gouvernement attend que ces populations s'impliquent, que les opérateurs économiques de la région des Cascades s'impliquent et pour pouvoir développer le potentiel. Qui dit développement aussi de la région des Cascades dit création d'emplois,
développement des richesses, développement d'autres facteurs qui vont permettre à notre pays de s'inscrire fondamentalement ces politiques et dans le processus d'émergence en cours. Pour mieux jouer leur partition, les opérateurs des cascades ont sollicité, entre autres, la construction d'une chambre froide et de laboratoire d'analyse à Banfoura et la décentralisation des manifestations commerciales. Voilà, c'est le moment de retrouver notre invité, M. Charles-Eugène Nabolé, conseiller technique du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, président de la commission d'organisation des élections consulaires. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe, l'organisation en ce moment? Avant tout propos, je tiens à remercier la RTV qui a bien voulu nous offrir son plateau ce soir pour parler des élections consulaires prévues le 21 juillet 2013 dans les 45 provinces du Burkina Faso. Il faut dire qu'au niveau de la commission d'organisation des élections, nous mettons tout en œuvre pour que ces élections se tiennent de manière effective à la date prévue. Et la commission d'organisation que j'ai l'honneur de présider a été mise en place par arrêté de Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Et cette commission comprend une dizaine de membres, dont un représentant du ministre chargé de l'administration du territoire, un représentant du ministre de la Justice. Il y a les représentants des sections territoriales et également les représentants des organisations professionnelles émanant des catégories professionnelles que sont le commerce, l'industrie et les services. Ainsi donc, on va voter dans les 45 provinces. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des urnes dans les 45 provinces? Oui. Il faut voter ou bien comment ça s'organise? Effectivement, chaque province va disposer d'au moins un bureau de vote. Et il faut noter que les bureaux de vote seront présidés par les gouverneurs ou leurs représentants. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus, nous sommes accompagnés par la CENI. Donc la commission va confectionner et faire acheminer le matériel électoral dans les 45 provinces du Burkina Faso. À ce jour, les électeurs sont connus. Il est même attendu la publication de la liste électorale le 11 juillet, dans quelques 72 heures. Comment ont-ils été identifiés et enregistrés sur la liste électorale? Il faut dire qu'il y a eu un certain nombre de critères qui ont présidé à l'inscription sur les listes électorales. D'abord, pour participer à ces élections, il fallait donc répondre à ces critères, à savoir être donc préalablement inscrit sur une liste électorale et être immatriculé au registre du commerce et du crédit immobilier. Être inscrit à la liste électorale de la CENI? La liste électorale, nous avons une liste électorale des opérateurs économiques. Et ça veut dire que c'est toutes les personnes des deux sexes, n'est-ce pas, qui sont propriétaires et qui dirigent elles-mêmes leurs propres affaires. Ce sont elles qui sont concernés par ces élections, ou bien les mandataires sociaux dont les activités correspondent aux trois catégories que j'ai tantôt évoquées, à savoir l'industrie, le commerce et les services. Il fallait être donc issu de ces trois catégories pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Il fallait donc être immatriculé sur le registre du commerce et du crédit immobilier et avoir exercé depuis au moins 12 mois avant la date des élections consulaires. Et donc, il y a un critère aussi d'âge, être âgé de 18 ans au moins au 31 décembre 2012. Et pour les étrangers, il fallait résider effectivement sur le territoire du Burkina Faso. Et un critère qui touche les droits civiques, savoir que n'avoir pas été donc condamné à une peine de déchéance ou à une sanction susceptible d'entacher votre honorabilité ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle. Et être à jour aussi. Être à jour, naturellement, ça c'est pour les candidats. Pour les candidats, il faut
absolument, justement, être à jour de on ces peut être obligations. électeur sans être à jour. Donc forcément, il faut, dans les pièces requises, ce n'est pas ressorti, mais naturellement, il faut, pour tout électeur, effectivement, être à jour de ses obligations fiscales et sociales. Alors, 123 membres seront élus pour un mandat de 5 ans. Ils vont représenter les 3 catégories que vous avez citées tantôt, le commerce, l'industrie et les services. Quelles sont les conditions qu'il faudra remplir pour être candidat? Vous avez commencé à en parler. Oui, effectivement, il faut être préalablement inscrit sur la liste électorale et être âgé de 21 ans au moins au 31 décembre 2012, être immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier et avoir depuis au moins 2 ans et avoir exercé au Burkina Faso pendant la même durée. Est-ce qu'il y a une campagne qui sous-tend tout ça? Et une campagne, il faut dire qu'ici, c'est généralement des tractations, parce que comme vous ne pouvez être élu que par vos pairs. Donc, en principe, ils se connaissent et le plus souvent, c'est le consensus qui est dégagé autour de cela. Mais qu'est-ce qui prévaut le plus souvent? Est-ce le leadership, le niveau d'intelligence ou de diplôme, ou bien la capacité financière? Et le commun du mortel pense souvent que c'est la capacité financière, mais je pense que c'est plutôt le leadership. Parce que pour être candidat ou présider une telle chambre, il faut être un modèle de leadership. Il faut être à même d'incarner les intérêts généraux de la communauté des affaires. Est-ce qu'un opérateur du secteur informel, de l'économie informelle, peut être élu à la chambre de commerce? Et non, l'économie informelle, ce n'est pas possible, parce qu'il faut que ce soit du secteur structuré. Il est question de possibilité de candidature individuelle ou collective. Éclairez-nous un peu sur ce sujet. La candidature individuelle est portée par le chef d'entreprise lui-même ou par le mandataire d'une société. Et par contre, la candidature collective est portée par un groupement ou une association professionnelle. C'est par exemple le cas des GPI, des groupements professionnels d'industriels. Et finalement, que vont faire les élus consulaires une fois investis par les suffrages de la communauté d'affaires? Et il faut dire que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a essentiellement 3 missions. Une mission consultative, en ce sens qu'elle est amenée à donner ses avis au gouvernement sur les politiques de développement économique et social. Également une mission représentative parce qu'elle doit représenter les intérêts généraux de la communauté des affaires auprès d'organismes nationaux, sous-régionaux et internationaux. Et enfin une mission administrative qui consiste à gérer des services d'utilité publique et d'intérêt collectif. Au bout, il y a l'élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie, une personnalité. Est-ce une élection censitaire qui consiste à investir celui qui compte le plus de milliards dans son compte ou dans son portefeuille? Et je ne pense pas que ce soit vraiment l'idéal, dans la mesure où nous disons que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est une importante institution. Elle a sa place dans l'économie nationale, surtout que nous sommes dans une dynamique de la SCAD, la stratégie de croissance du développement durable, et où le secteur privé est considéré comme le moteur de la croissance économique. Et naturellement, il va sans dire qu'il faut vraiment que ce soit donc des personnes qui soient des leaderships, qui puissent véritablement porter l'espoir et l'espérance de la communauté des affaires. Comment va se dérouler le vote du président de la Chambre de commerce? Le vote, c'est l'Assemblée consulaire qui va se réunir pour voter, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, et mettre en place le bureau consulaire. Ces élections qui surviennent après celles de 2002 et de 2007 vont marquer une extension régionale de la Chambre de commerce et d'industrie avec l'érection de nouvelles représentations territoriales. À quelle logique obéit cette politique de régionalisation? Il faut dire que c'est d'abord faire en sorte que la Chambre de commerce s'inscrive
dans la dynamique de la décentralisation. Vous savez que désormais, notre territoire, nous avons 13 régions. Il y a également les exigences liées à la SCAD, qui fait la promotion des pôles de développement, des pôles régionaux, des pôles de croissance. Les pôles de croissance. Et il faut noter également que le souci majeur, c'est de faire en sorte que les milieux d'affaires soient donc les plus représentatifs possibles du point de vue même géographique qu'en termes d'activités. Parce qu'il y a des activités émergentes qu'il va falloir donc prendre en compte dans le cadre effectivement de la promotion du secteur privé. Une dernière question avant de nous quitter, de nous séparer. Que représente la Chambre de commerce dans un pays comme le Burkina? Comment pèse-t-il sur l'économie du pays? Dans un pays comme le Burkina, la Chambre de commerce a pour mission effectivement de structurer le secteur privé. Vous savez que nous avons un secteur informel qui est assez développé. Donc la Chambre de commerce accompagne tous ces acteurs du secteur privé afin que ce secteur puisse participer à l'économie nationale, à la prospérité économique de notre pays. Donc la Chambre de commerce est l'interface entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Merci Charles Jeune Nabolé, président de la Commission nationale d'organisation des élections consulaires. Merci. Merci pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Dans les Cascades, la campagne connaît un début difficile à l'instar des autres régions du pays. Les pluies se font rares et les producteurs scrutent chaque jour le ciel en espérant avoir la moindre goutte d'eau. Actuellement, les producteurs sont au stade de labour et de semis alors que l'année dernière, à la même période, la campagne était plus avancée. Momouni Barou. Pour ce début difficile de la campagne agricole, surtout avec la rareté des pluies, les producteurs sont au stade de labour et de semis. Et pourtant, les prévisions sont énormes. 344 299 tonnes de céréales, 998 643 tonnes de culture d'éreintes et 39 508 tonnes pour les autres spéculations. Par rapport à la campagne agricole, si nous considérons l'ensemble des phénomènes qui se sont passés de manière globale, on peut dire que nous sommes un peu en retard par rapport à certaines autres campagnes où en ce moment, on avait déjà fini de faire la plupart des travaux de mise en place des semis. Nous avons 10 postes pluviométriques. Et pour ces 10 postes pluviométriques, à l'étape actuelle, nous avons comptabilisé qu'il y en a 5 qui ont été déficitaires sur les 10. Et avec un déficit qui a varié entre moins 65 mm à 190 mm et demi selon les postes. Mais il y a des postes où on a aussi enregistré des excédents. Et ça variait de 3 mm et demi à près de 90 mm. Le commencement de la saison, vraiment, il y avait un problème de la pluie. Bon, actuellement, ça va un peu. Puisque dans ces temps, si tu as cultivé, bon, s'il n'y a pas la pluie, il faut que tu attends. Bon, s'il y a eu des pluies comme ça, tu vas commencer à semer. Bon, quand tu sèmes comme ça, là, vraiment, bon, si Dieu le veut, ça peut aller. À en croire les responsables de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Cascades, malgré cette entame difficile des travaux, cela n'aura pas un impact négatif sur les prévisions attendues. Normalement, c'est la saison qui marche comme cela et nous suivons avec la technique pour faire la production. D'après ce que nous avons comme information météorologique, la campagne sera normale à excédentaire pour l'ensemble de notre zone. Ça veut dire qu'on ne s'inquiète pas beaucoup dès lors que actuellement les choses sont en train de se remettre en place après une période relativement sèche que l'on a connue. À l'heure actuelle, les semis dans les barons présentent une bonne physionomie, en témoigne ce champ de maïs. La Fondation Semafo offre au département de géologie de l'Université de Ouagadougou un nouveau laboratoire équipé de 20 microscopes. La construction du laboratoire a duré 4 mois et a coûté environ 89 millions de francs CFA. Ismaël Diloma, Sirima et Sylvestre Da ont signé ce reportage. Un laboratoire pour le département de géologie de l'Université de Ouagadougou. Grâce à cette nouvelle infrastructure, les futurs géologues pourront, en plus des cours théoriques, effectuer assez d'expériences de laboratoire.
La réalisation de ce laboratoire qui a coûté près de 89 millions de francs CFA a été rendue possible grâce à la compagnie minière Semafo. La construction de ce laboratoire s'inscrit en droite ligne avec la vision de la Fondation Semafo, qui a pour mission d'accompagner les communautés vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à travers différents axes stratégiques, dont l'éducation à tous les niveaux. Cette réalisation vient à point nommé au moment où le département de géologie est débordé par la demande de formation. L'équipement de 20 microscopes en plus vient renforcer notre capacité de formation en termes d'accueil et de qualité. Bâti sur 108 mètres carrés, ce nouveau laboratoire composé de 4 plateformes équipées vient soulager enseignants et étudiants. Et le directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre souhaite que le partenariat avec les généreux donateurs se poursuive et se renforce. Boom minier, d'accord, mais il faut prévenir un boom des risques miniers. L'Institut de gestion des risques miniers et du développement prépare ses étudiants et les travailleurs des mines à gérer et à minimiser les risques. Transport et stockage de produits dangereux et incendies, prévention et secours. Voici des modules qui ont été développés à leur intention pour assurer plus de sécurité des sites et permettre véritablement un essor du secteur minier au Burkina Faso. Le reportage de C. Sylvestre Da. Au nombre de 40, ces acteurs du secteur des mines et des étudiants en master de l'Institut de gestion des risques miniers et du développement Ingrid ont 2 jours durant renforcé leurs capacités à l'école du professeur Patrick Barrio sur la gestion des risques miniers. Étaient inscrits à l'ordre du jour de cette formation la toxicologie ou la science qui traite des poisons. Les incendies sur les sites miniers étaient également un centre d'intérêt à cette session. On travaille avec des produits chimiques qui sont entre autres le cyanure, on travaille avec des explosifs nitrate d'ammonium qui peuvent être dangereux si les mesures qui doivent être respectées ne le sont pas. Donc là, on a appris à transporter et à stocker dans de meilleures conditions et on a appris aussi, en cas d'incendie, quelles sont les mesures en fait à prendre en compte. C'est sûr qu'en 2 jours, on ne peut pas englober tous les domaines de la problématique du transport des produits miniers, mais bon, on a eu quand même les éléments basiques pour nous permettre de travailler. Cette formation sur la gestion des risques miniers est la 2e du genre organisée par Ingrid au cours de cette année 2013. Pour l'Institut, la sécurité du personnel des sites miniers est gage de l'essor et de l'épanouissement du secteur minier, moteur de l'économie burkinabé. Que le Burkina est dans une perspective de boom minier. Et il est très important que les gens puissent savoir quels sont les types de problèmes qui tournent, les problématiques qui tournent autour de la question minière. C'est très important pour tout le monde, c'est très important pour les acteurs directs, c'est important pour les entreprises qui sont les prestataires de services de ces instituts-là. Et aussi, c'est très important aussi pour des étudiants qui vont sortir, qui vont travailler dans le secteur minier. 13 entreprises minières ou intervenant dans le secteur des mines ont accompagné l'Institut Ingrid dans l'organisation de cette session de formation. Une initiative encouragée par le ministère en charge des mines et des carrières. Au vu de tout cet engouement, Ingrid ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un guide pratique pour mieux cerner les fonctions de l'inspection du travail. C'est un document que le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale met à la disposition des populations. Le guide, pour être véritablement accessible, est écrit en français et en moré, ainsi qu'en djoula. Le reportage est signé de Karim Sissé. C'est le tout premier guide de l'inspection du travail, un document de 32 pages adressé aux usagers de cette structure. Il permet aux populations d'avoir des informations justes sur l'inspection du travail, son mode de fonctionnement et les recours possibles contre ces actes. L'élaboration de ce guide traduit, selon Vincent Zakané, la volonté du gouvernement de promouvoir l'accessibilité de la transparence dans l'administration, mais aussi de rapprocher l'administration des administrés. Pour l'instant, ce document est disponible en français, en moré et en djoula. C'est un guide qui contient des actes liés aux missions essentielles de l'inspection du travail, notamment par rapport à la présentation qui a été faite, des actes sur le contrôle, une mission essentielle de l'inspection, le conseil qui est fait tous les jours par les différentes inspections, la conciliation et notamment l'étude et les enquêtes. Donc au niveau de chaque
volets, notamment à chaque mission, il y a des actes qui ont été répertoriés et ces actes-là sont traduits dans un livret, un dépliant. En marge du lancement officiel du guide pratique à l'intention des usagers de l'inspection du travail, les responsables du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale se sont entretenus avec les retraités sur les prestations et les avantages que leur offre le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités, FONADR. Les élèves de la province du San Matenga ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène, de santé et de nutrition. La direction provinciale de l'enseignement de base et de l'alphabétisation du San Matenga et les districts sanitaires de Kaya et de Bassalogo ont utilisé le conte, le théâtre, le récital et le dessin pour faire le message, passer le message. Les meilleures créations et prestations ont reçu des récompenses. Le théâtre, le conte, le récital et le dessin pour sensibiliser les élèves et la population du San Matenga sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène, de santé et de nutrition. Ce sont au total 69 écoles de la province qui ont pris part à ce concours. À cette cérémonie, les premiers dans chaque discipline ont reçu des prix en nature et en espèces. En récital, par exemple, c'est l'élève Absetou Sanan de l'école de Yargo Yarse qui a reçu le premier prix. Mais au-delà de ces récompenses, c'est le changement de comportement opéré au sein des communautés qui est salué. Bon, le message, c'était d'avoir des comportements responsables, surtout à l'école. Bon, pour les enfants qui n'ont pas l'habitude de se laver les mains avant les repas, bon, et d'avoir vraiment une vie hygiénique, saine. Sur le terrain, nous avons pu mesurer que les élèves se comportent très bien sur le plan corporel, sur le plan vestimentaire et au niveau de leurs habitudes alimentaires. Ce jeu concours est une initiative de la direction provinciale de l'enseignement de base du San Matenga et des districts sanitaires de Kaya et de Bassalogo en collaboration avec Catholic Relief Service. Ça vient d'être. Nous sommes sûrs que ce message ira loin parce que au niveau des écoles, ce message sera répercuté et également au sein de leur famille, les élèves pourront répercuter ces messages. Et au-delà de ça, il faut se dire que bon, les enfants ce sont les hommes de demain. Tirant leçon de l'organisation de cette première édition du concours Santé, Hygiène, Nutrition, les organisateurs recommandent une formation du personnel enseignant sur les notions de base en théâtre. Des diplômés de Master 2 en finance célèbrent leur sortie après 15 mois de formation assurée par Euromed Management, une business school basée en France. C'était le 21 juin à l'université de Ouagadougou. Oswald Gaëtan Seguida et Abdelaziz Yaki pour le reportage. Ils sont allés à l'école de Euromed Management et 15 mois après, ils ressortent nantis d'un Master 2 en finance. Les 50 lauréats, tous travailleurs du public et du privé, se disent soucieux de leur formation continue, d'où leur engagement. Cette formation nous donne des outils importants en finance pour pouvoir réussir dans les missions qui nous sont confiées dans nos différents services. Et pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, ils sont mieux outillés pour effectivement se battre sur le marché de l'emploi. Euromed Management, basé en France, assure la formation des agents en collaboration avec l'université de Ouagadougou. C'est une formation, c'est un véritable master finance. En fait, c'est un M2. Il se fait sur 12 mois plus 3 mois de thèse professionnelle et c'est un master d'ingénierie financière. Il se décompose en 3 grandes parties. Si vous voulez, il y a un apprentissage en ligne, beaucoup de e-learning. Après, vous avez des rapports qui sont faits. Et puis, tous les mois, il y a un présentiel. Il y a un professeur qui vient et qui fait son cours pendant un séminaire de 3 à 4 jours. Les financiers ont pour l'occasion choisi un physicien comme parrain. Le professeur Jean-Claude Diati, tout en saluant le courage de ses fioles, les a exhortés à faire de leur diplôme un bon usage. ESCO, IGS et la Fondation universitaire Mercure de Bruxelles co-signent des diplômes de 366 étudiants issus des promotions de 2004 à 2010. C'était le 29 juin dernier sous le parrainage de Simon Compaoré. Reportage. Une fois de plus, le groupe ESCO, IGS et la Fondation universitaire Mercure de Bruxelles décernent des diplômes européens de DTS, licence, maîtrise et DSS aux étudiants les plus méritants. L'objectif étant de donner aux travailleurs du secteur privé une formation diversifiée en vue d'assurer leur polyvalence et leur mobilité. Au nombre de 366, ces lauréats sont issus des promotions 2004-2010. Nous avons reçu une très bonne formation. Nous avons eu
mélanger, je vais dire, la théorie et la pratique. Donc la formation était adaptée en tout cas aux besoins du moment, donc nous pensons que nous sommes aptes, nous sommes favorables pour le milieu du travail. De 3 filières à une vingtaine en 14 années d'existence, l'école a formé des milliers de cadres. Nous sommes déjà actifs dans le monde du travail, mais ce diplôme vient en plus pour renforcer nos capacités intellectuelles et pour le futur, nous espérons en tout cas occuper de meilleurs postes. Nous nous sommes organisés à tous les niveaux pour permettre que, sur le plan de la moralité et sur le plan du savoir académique, nous puissions amener les étudiants qui sont sous notre responsabilité à être des hommes intègres. Et je crois que si il n'y a pas cet esprit d'intégrité, il est difficile de combattre certains maux comme la fuite des cerveaux. Et pour former des cadres compétents au service du développement du Burkina Faso et du continent africain, ESCO IGES s'est engagé dans le système LMD, licence, master, doctorat. La filière de l'esthétique, de la coiffure et de la couture qui s'enrichit de l'arrivée de 77 nouveaux diplômés de l'école NASMOD. Cette promotion a fait une exhibition de son savoir-faire le 5 juillet dernier sous le thème de l'arc-en-ciel, symbole de diversité des cultures. L'univers de la mode n'a plus de secret pour ses 77 lauréates. Après 2 ou 3 ans à NASMOD, elles ressortent avec le statut de professionnelles. Des professionnels de la couture, de l'esthétique et de la coiffure. Et leur savoir-faire est ici traduit par un défilé. L'essentiel est fait et le regard est désormais tourné vers l'avenir. La suite, c'est d'ouvrir un salon d'esthétique à moi et puis progresser pour aller de l'avant. J'espère pouvoir rentrer dans le domaine de l'enseignement et ouvrir un atelier après. Leur volonté est clairement affichée, voler de leurs propres ailes. Pour cela, elles peuvent compter sur l'école. On valide tous les modules de formation chez nous et ensuite on les place 2 ans en stage avec suivi. Et pendant cela, pendant leur stage, nous avons l'association des clubs élèves étudiants qui les suit avec des formations d'entrepreneuriat, des formations pour élaborer leurs projets professionnels et puis maintenant les orienter vers les structures de financement. À la rentrée prochaine, NASMOD compte ouvrir un nouveau cycle consacré aux diplômés et aux déscolarisés de l'enseignement général. Comme quoi, à NASMOD, le niveau d'études importe peu, seule la volonté de devenir professionnel de la mode compte. À Boussé, il y avait de l'ambiance et de la culture ce vendredi à la faveur de la 3e édition du festival artistique des scolaires du Kourouégo. Seulement, le festival n'a pas connu l'engouement habituel cette année. Sur les 6 écoles que compte la province, seulement 2 ont répondu présents sur la scène. Yolande Lompo. Inculquer la culture aux enfants et leur permettre de s'épanouir, c'est l'une des priorités de l'association Sonkamtibi. Et à cette 3e édition du festival artistique des scolaires du Kourouégo, seulement 2 écoles y ont pris part. C'est surtout la participation qui fait que je ne suis pas satisfait. Au début, il y avait 6 inscrits, 6 écoles. Au niveau de Boussé, la SEB 1 et la SEB 2, il y avait 6 écoles. Mais ce n'est que 2 jours avant, 2 jours tout juste avant la clôture, les débuts des festivités qu'on m'a donné, on m'a dit qu'il y avait que d'autres ont désisté. Et en ce moment, il fallait faire avec puisque c'était déjà engagé. Ballet, dessin, art culinaire, théâtre, danse traditionnelle et récital sont les disciplines qui étaient au programme de cette compétition. Et pour le représentant du ministère de l'Éducation nationale, ce festival gagnerait à être soutenu. Nous sommes en train de créer une fédération de la culture à l'image du BCBF pour pouvoir vulgariser ces différentes disciplines au niveau de l'école primaire. On estime quand même au niveau du MENA que la culture, il faut la soutenir. C'est notre passé, il ne faut pas l'oublier. On va échanger avec les organisateurs, avec les responsables déconcentrés du ministère qui les accompagnent, avec l'encadrement pour trouver des solutions à leurs problèmes. Les prix vont de 5 000 à 15 000 francs et c'est l'école de Ritikoudgo qui s'en sort avec le maximum de prix.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e édition, en espérant un meilleur engouement de la part de toutes les écoles de la province. L'économie de la Jamaïque repose en grande partie sur le tourisme. Le gouvernement et le secteur privé mettent le paquet sur les investissements pour faire de certaines stations balnéaires de véritables paradis terrestres. La ville d'Eko Rayos est une ville touristique par excellence. On est frappé par la diversité des offres qu'elle propose pour répondre aux attentes des touristes. Alidou Badini et Marguerite Douagno ne sont pas privés de quelques moments de détente. Au reportage. La station balnéaire d'Ochorios, à 2 heures de route de Kingston, est l'une des destinations touristiques incontournables en Jamaïque. La ville réunit en un seul endroit les différentes attractions touristiques de l'île. La première qui vous sera proposée, c'est un fabuleux spectacle avec des dauphins. Des dauphins complètement apprivoisés et qui suivent les instructions avec une perfection déconcertante. Voltigeant par-dessus la mer, seuls ou en duo, vous pourrez sans aucun risque leur faire avaler des petits poissons contre quelques cris de remerciement. J'ai raté. Bravo. Un peu plus loin, c'est un autre spectacle surréaliste qui s'offre à vous. Ces animateurs qui s'échauffent les poumons avec des chansons de bravoure semblent visiblement vouloir se donner du courage avant de s'attaquer à l'un des plus grands prédateurs des mers. Si vous avez déjà rêvé de caresser du requin, vous pourrez pour une bonne dose d'adrénaline réaliser ce fantasme. Surtout restez zen dans l'eau une fois qu'on a franchi le pas et en suivant scrupuleusement les indications du maître requin, vous pourrez caresser le plus dangereux des poissons. Et pour vous remettre de vos émotions, une photo avec les pirates, en vrai ou en faux, et aussi une balade à travers un magnifique jardin pour admirer oiseaux, fruits de mer, iguanes et autres serpents. Le plus grand bol d'air vous sera offert sur Mystic Mountain, où vous avez le choix de l'engin qui vous fera grimper dans les airs pour une traversée vertigineuse. En bobsled, en zipline ou en Sky Explorer ou téléphérique, ce qui a été notre choix à nous pour admirer la générosité de la nature sur cette île. Un moment qui se passe de tout commentaire. Au Dunes Rivers, les chutes d'eau sont impressionnantes et ici on dit que c'est de se faire du tort que de venir à la cascade sans maillot de bain. Et ce sont des centaines de touristes nationaux et étrangers qui passent leur temps chaque jour dans cet endroit. L'eau y est très fraîche et on dit qu'elle fait du bien au corps. Ah, si seulement nous avions su. Après ces moments, les hôtels luxuriants de la station vous proposent des offres de services où beauté et raffinement vous convaincront définitivement que le paradis terrestre existe encore. Le tourisme contribue pour beaucoup à l'économie de la Jamaïque. Aussi, le pays n'a-t-il pas hésité à faire d'importants investissements dans le secteur. Ce sont des packages qui sont proposés aux visiteurs pour des sorties pour le week-end, la semaine ou le mois et qui prennent en compte hébergement, restauration, attractions et voyages bien sûr. La route vers Ochorios ne désemplit pas pendant la saison touristique. Après Niamey, la caravane pour la paix est de retour au Burkina avec les étapes de Fadangourma et de Koupela. Des films et des projections de films ont permis de relayer les messages de paix et de tolérance chers à l'union fraternelle des croyants. Le reportage de Yacouba Gamine et de Nyarkiteda. La flamme de la paix, c'est à Fadangourma qu'elle a été allumée malgré l'arrivée tardive dans la cité de Yendabli des caravaniers en provenance de Niamey au Niger. Cette flamme, ils l'ont brandie et l'ont promenée à travers les principales artères de la ville de Fada. C'est le plat d'entrée des activités de la caravane dans le Goulmou. Puis une visite et des entretiens avec les différentes confessions religieuses. La voie est alors tracée
pour un renouveau à l'est du Burkina. À travers cette caravane pour la paix, nous apprenons que malgré nos différences, malgré que je sois chrétien, que l'autre soit musulman, alors nous pouvons ensemble œuvrer pour la paix. C'est une très bonne organisation qui associe toutes les confessions religieuses pour professer ensemble la paix. Que nos différences ne soient pas source de conflits. Dans d'autres contrées, c'est très rare et un denrée presque impossible à trouver de voir ces confessions religieuses qui se retrouvent pour ensemble collaborer et travailler, voyager ensemble. À Koupéla, autre étape des caravaniers, le schéma reste le même. Dans cette localité, en plus de la route, les caravaniers utilisent les médias pour faire passer le message. Visite des différentes confessions religieuses en place, la chefferie coutumière aussi, ainsi que les autorités locales. Que Dieu aide toute la jeunesse du Burkina Faso à accepter, mettre en place ces structures-là qui pourront nous aider à vraiment nous frotter, à avoir de la tolérance les uns envers les autres. Ensuite vient le moment des projections des films documentaires sur les activités de l'UFC. C'est le temps aussi de tirer les enseignements de la première étape de la caravane des jeunes pour la paix. Que ce soit à l'étape de Niamey, que ce soit à l'étape de Fadangourma, que ce soit à l'étape de Koupéla ce soir, je constate la mobilisation. Je constate qu'il y a une graine qui existe déjà et nous sommes venus ajouter peut-être la fumure. C'est très beau de savoir que ce qui les mobilise, ce qui mobilise cette diversité-là, c'est le désir de la paix. C'est pour être ensemble des missionnaires de la paix, du dialogue, de la tolérance. Ovationnés à la traditionnelle messe de samedi à la cathédrale de Koupéla, les caravaniers quittent le Kouritenga dans le centre-est pour Koudougou dans le Bourkiemdé, où ils iront prêcher pour la paix à travers le dialogue interreligieux. Propager l'islam partout à travers le monde, cela fait partie des missions fondamentales de Qatar Charity. Cette ONG vient d'offrir une mosquée au village de Villa à Bingo dans la province du Bourkiemdé. L'inauguration de ce lieu de culte le 5 juillet dernier a été un moment de prière et de communion. Ramatou Zida et Adama Koulibaly ont signé ce reportage. Les ablutions autour de cette mosquée seront désormais coutumes pour les fidèles musulmans de Villa, village situé dans le département de Bingo. Ils viennent de bénéficier de ce nouvel édifice pour la prière du vendredi. Prêche, récitation du Saint-Coran et formulation de bénédiction ont constitué les temps forts de la prière inaugurale. Pour les bénéficiaires, l'action est à saluer car cette mosquée est non seulement un lieu de rencontre pour la prière, mais aussi un cadre idéal pour la formation spirituelle. Nous remercions Dieu d'avoir permis la construction de cette mosquée. Elle sera un lieu de rassemblement pour nous et nous pourrons ainsi communier dans la fraternité, l'amour et le pardon. Cela nous permettra d'aller de l'avant dans la foi. Nous sommes très contents. Vraiment, l'union, la paix, dans l'islam, c'est l'union. Toute personne qui est dans l'islam, le cœur est ouvert. D'une capacité de plus de 1000 places, cette mosquée a été financée par l'ONG d'aide humanitaire Qatar Charity à hauteur de plus de 5 millions de francs CFA. L'ONG Qatar Charity n'a pas hésité à répondre favorablement à la demande d'aide pour la construction de la mosquée de Bingo. À travers cette action, elle entend propager la religion musulmane partout dans le monde. Avec l'appui du donateur, la population de Villa entend faire des aménagements dans la mosquée pour que les femmes puissent y accéder. L'ONG d'aide humanitaire Qatar Charity compte multiplier ce type d'action afin de porter le message de l'islam. Hors de chez nous, un Boeing 777 venu de Corée du Sud s'est écrasé hier à l'atterrissage à l'aéroport de San Francisco. 2 personnes ont été tuées dans le crash et l'on compte près de 180 blessés, dont 49 sont dans un état grave.